Bien, alors nous allons reprendre sans plus attendre. Et je donne tout de suite la parole à Denis Grandemange de la Conservation régionale qui va nous évoquer finalement le fonctionnement au quotidien le pavillon d'habitation. Du pavillon de l'habitation, la famille à Dreux. Bonjour à tous. Donc, les informations que je vais vous communiquer résultent des recherches qu'on a entreprises au sein de la Conservation régionale des monuments historiques pour la protection au titre des monuments historiques des meubles et objets d'art qui sont conservés sur le domaine de Dreux, principalement en étudiant les archives du Fonds de la famille d'Orléans aux Archives nationales. Donc, un grand merci à Madame Alfred pour l'aide qu'elle nous a apportée et à toute l'équipe de la conservation. Donc, pour les premiers jours des premiers passages de Louis-Philippe sur le domaine, on peut dire que ce sont des passages éclairs puisqu'il arrive souvent le matin, repart le soir. Il n'y a pas besoin d'un bâtiment spécifique en dehors de la chapelle royale. Et tout va changer à l'occasion de la mort de la princesse Marie d'Orléans, qui meurt le 2 janvier 1839. Et à ce moment-là, on nous dit que la perte imprévue de cette admirable princesse fait remarquer que jusqu'alors, on n'avait pas pensé à former à l'avance dans le séjour de la mort un logis pour les membres de la famille royale condamnés à mettre au tombeau ceux dont la mort devait à jamais les séparer. À ce moment-là, Louis-Philippe décide de construire un bâtiment qui va servir à abriter la famille royale lors des cérémonies. Il demande à son architecte Pierre-Bernard Lefranc de réaliser ce bâtiment, qui va être réalisé très très rapidement au vu des délais, puisque la princesse meurt le 2 janvier, l'enterrement est prévu à Dreux le 27 janvier, donc on a un délai vraiment très très court. Donc Lefranc va travailler sur un bâtiment qui va s'appeler, au fil des documents d'archives, le château de Dreux, la résidence royale de Dreux, le palais de Dreux, mais plus régulièrement le pavillon du roi. Donc c'est cette appellation que je vais retenir. Donc l'architecte Lefranc va travailler dans l'urgence. On va édifier un pavillon en pierre, briques et bois qui va ceinturer l'ancien donjon féodal. Et on va faire intervenir des entreprises parisiennes ou locales selon les compétences de chacun. Et les journaux nous apprennent qu'on va avoir plus de 200 ouvriers qui vont travailler sur ce chantier, les premiers coups de pioche ayant lieu le 11 janvier 1839. Donc, vu la rapidité à mettre en place ce bâtiment, on va essayer de récupérer un maximum de mobilier déjà présent dans les garde-meubles, de boiseries, de glace. On nous dit, au travers des mémoires des travaux, que les murs seront construits à l'aide de briques neuves ou de réemploi, de cloisons à sapin ou d'auchaines neuves ou réemploi. Les couvertures seront en ardoise, en plomb et en zinc. Les pièces posséderont des portes doubles ou simples, vitrées ou pleines, des sols en parquet mis en couleur ou en carrelage à gros carreaux, quelques-unes en pavé, tout ceci par souci d'économie et de rapidité. Les murs seront simplement peints ou recouverts de papier peint. On n'oublie pas toutefois que le bâtiment est destiné à la famille royale et on installe des cheminées en marbre, là également de réemploi vu le délai de réalisation, des grands poêles en faïence également de réemploi et on colle sur les plafonds des rosaces très riches qui sont livrées depuis Paris. L'ameublement est également fourni pendant les travaux, étant donné l'urgence, donc on prend des choses de réemploi, on puise dans les garde-meubles des Tuileries, de Neuilly, de Bizy, et on emmène par exemple les miroirs qui sont destinés à être placés en trumeaux de cheminée en utilisant ceux qui sont dans le pavillon de Württemberg à Neuilly. Après 3 semaines, les ouvriers vont travailler jour et nuit pour certains moments, surtout à la fin. Le pavillon est livré au roi et la gravure que vous avez ensuite vous montre l'aspect que le pavillon pouvait avoir. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez simple, très basique. Et on nous dit justement à l'époque, en 1843, un texte mentionne « Dreux n'est point un palais, ce domaine n'a point l'aspect d'une villa, il n'a rien des formes riches, élégantes et coquettes qu'affectionnent pour les grands les logis de campagne. Le duc d'Orléans a fait disposer au centre d'une tour à moitié écroulée une habitation des plus humbles, quelques appartements propres seulement à offrir à la solitude et à la douleur, un asile et un refuge ont été préparés. Il n'y a rien là pour la cour, aussi n'est-ce point la cour qui sera à Dreux, c'est une famille éplorée qui vient lorsque la mort l'y appelle. »
Là, vous avez un plan qui représente le bâtiment tel qu'il a été construit en 1839. On se trouve à un bâtiment qui mesure environ 30 mètres par 21, avec une surface au sol de 630 mètres carrés. On sait qu'il se compose uniquement d'un rez-de-chaussée comportant des pièces de réception, des espaces pour le couple royal et pour Madame Adélaïde, ainsi que quelques petites cuisines. On est donc bien loin de l'ampleur d'une demeure royale et bien devant un simple pied-à-terre utilisé pour prendre une collation ou se reposer simplement en arrivant depuis Paris ou Neuilly. Donc le bâtiment est inauguré lors des obsèques de la princesse Marie d'Orléans, mais tout n'est pas terminé puisque à 22h la veille, le colonel Bielfeld vient vérifier le chantier et constate qu'on est encore en train d'installer des meubles et de tendre des tentures. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fait à la dernière minute. Et finalement, le pavillon est livré en temps et en heure pour la cérémonie. Le roi arrive à Dreux le matin et quitte le pavillon à 15h. Donc il a vraiment fait un passage éclair à ce moment-là. Il revient ensuite avec les princes, princesses et la reine, mais là également, ce ne sont que des passages éclairs. Vu qu'on a la construction d'un pavillon, on va avoir également des livraisons pour ce pavillon. En 1840, le budget privé indique qu'il n'y a encore à Dreux, provenant de la lingerie de Neuilly et pour assurer le service des pavillons nouvellement construits, que 3 douzaines de serviettes de garde-robe, 2 douzaines de serviettes à lito bleu et 4 douzaines de torchons. Donc l'intendance arrive depuis Paris, spécialement lors des cérémonies, et repart immédiatement après. Peu à peu, au fil des ans, quand même, des crédits vont être débloqués et l'on procédera à des achats spécifiquement destinés à Dreux. Après avoir construit le pied-à-terre, le roi ordonne la création de jardins pour compléter les abords du domaine. En 1840, on voit le recrutement de jardiniers journaliers qui vont travailler à la plantation de nombreux massifs, composés notamment de plants d'œillets, de géraniums, d'astères, de giroflées, de verveines, de roses trémières et de rosiers, et à la pose de treillages qui vont habiller les parois. À ceci s'ajoute l'achat de plantes en pot, de bancs de jardin, et en 1841, on fait arriver 32 orangers, 18 grenadiers, 22 lauriers roses et 5 arbustes d'hiver qui sont mis en caisse et disposés sur l'esplanade de la chapelle. Donc on avait tout un décor floral qui entourait à la fois la chapelle et le nouveau pavillon du roi. En 1841, le 3 juillet, en commémoration de la mort du duc d'Orléans, le roi vient se recueillir à Dreux, accompagné de la reine, du duc et de la duchesse d'Orléans, du duc et de la duchesse de Nemours, de Madame Adélaïde, et il en profite pour visiter les jardins du château nouvellement plantés, nous dit-on. En 1842, on a, comme on l'a vu tout à l'heure, la mort du duc d'Orléans, et là, c'est un événement beaucoup plus important d'un point de vue politique par rapport à la mort de la princesse Marie. Et on se rend compte que le pavillon du roi n'est pas suffisant pour accueillir toutes les personnes qui vont arriver à Dreux à cette occasion. Le régisseur écrit alors, justement, le 14 juillet, « Il y a une maison appartenant au domaine dans laquelle M. Lefranc pense qu'il pourra être logé au moins 5 personnes. Il serait donc bon que vous envoyiez à Dreux un chargement de meubles, lits, couvertures, table de nuit, draps, serviettes, car vous savez ici qu'on n'a que le strict nécessaire. » Dans une liasse de documents qui est aux Archives nationales concernant les obsèques de Philippe d'Orléans, on trouve ce plan, qui est un plan entre guillemets de travail, sur lequel on voit le pavillon du roi, et autour, on voit 3 tentes qui sont destinées justement à compléter les espaces disponibles pour recueillir les personnes invitées à l'enterrement. Et certains exemplaires des tentes sont encore conservés au Mobilier National, donc je vous en ai illustré une. Donc ce sont vraiment des tentes qui vont servir, et merci à Renaud Serrette pour les renseignements. Donc on voit 3 grandes tentes à ce moment-là. Alors, Louis-Philippe, une fois que l'enterrement du duc d'Orléans est réalisé, se rend compte que finalement le pavillon nécessite encore des travaux d'agrandissement et on va débloquer plus de 60 000 francs qui vont être consacrés pour les additions et les changements au pavillon du roi. La famille royale va coucher pour la première fois, a priori, d'après les archives qu'on a dépouillées pour l'instant, dans la nuit du 12 juillet 1843 à Dreux, toujours en prévision de la cérémonie commémorative de la mort du duc d'Orléans. La duchesse d'Orléans écrit le 14 juillet à sa mère
Nous avons passé 2 jours dans ces asiles de paix et d'éternel repos où je veux encore vous écrire avant mon départ, ma chère et bien-aimée mère. Ici, j'ai senti la paix et l'espérance entrer dans mon âme sur la tombe de mon époux et au milieu des plus douloureux souvenirs. Ici même, je vous supplie de ne plus avoir d'inquiétude à mon égard quant à vous, quand vous me savez adreux, et de ne plus me répéter « n'y allez plus ». Nous étions arrivés la veille pour passer ici, le 13, dans le recueillement. À ce moment-là, la famille royale a certainement pu constater les nombreux travaux qui étaient en cours autour du pavillon royal, puisqu'on avait décidé également de construire des grandes écuries à l'entrée du domaine qui empiètent sur le cimetière actuel, où on loge les chevaux, les voitures hippomobiles au rez-de-chaussée, et à l'étage, un dortoir de 65 lits destiné aux valets de pied et aux cuisiniers. L'orangerie est également cloisonnée pour former 5 chambres destinées aux officiers du roi. La réalisation la plus importante à cette date est toutefois celle du pavillon du roi, puisque d'un simple pied-à-terre, on se trouve désormais face à une vraie résidence, comme on le voit sur le pavillon, qui est dessiné sur ce plan en 1844. Là, on a une surface au sol qui fait à peu près 1500 mètres carrés, 50 mètres par 30, alors que le pavillon initial faisait 630 mètres carrés en 1839. On a une surface donc qui a plus que doublé. Alors là, je vous ferai tout à l'heure un petit cheminement au sein des appartements, mais on voit sur la partie droite les appartements de la reine, du roi, de Madame Adélaïde. En retour, en haut, les appartements du duc et de la duchesse de Nemours et de la duchesse d'Orléans. En bas, à droite, les pièces d'apparat. Et dans l'angle, en haut à gauche, les appartements de fonction, si on peut dire, des officiels et des domestiques. On a très peu de vues des extérieurs du pavillon du roi. Aucune vue, a priori pour l'instant, des vues intérieures. Donc là, je vous ai regroupé certains documents qui sont soit dans les revues, soit aux archives du musée de Dreux. Donc différentes étapes du pavillon avec... on voit bien les murs, on voit bien les toits en tôle ou en zinc et le vestibule d'entrée qui entoure la tour du donjon. Malheureusement, ces gravures ne montrent pas l'événement majeur qui a eu lieu en 1844, puisqu'on va rehausser le pavillon du roi avec un étage qui va être destiné à abriter 5 chambres de femmes de chambre de la reine et la chambre du valet de chambre du roi. On a simplement 2 mauvaises gravures qui vous montrent là les surélévations, mais certainement sans réalité historique. Mais là, on voit justement les 2 étages qui sont superposés. Mais c'est les seules représentations que j'ai pu trouver dans l'immédiat. À ce moment-là, donc, on se retrouve avec un pavillon royal qui est quand même de taille très conséquente, surmonté d'un étage, mais ça ne va pas suffire encore pour Louis-Philippe. En simultané, il va demander que l'on construise un pavillon qu'on va appeler l'Asmala, qu'il ne faut pas du tout confondre avec le pavillon du roi. Ce sont vraiment 2 bâtiments différents. Et pour une raison inconnue, on va le construire non pas à proximité du pavillon du roi, mais sur le versant côté du Val-Gelé, donc au nord du domaine. Et on va le baptiser l'Asmala en commémoration de la récente victoire du duc d'Orléans en Algérie. Là, c'est pareil, on va avoir des ouvriers qui vont travailler rapidement et à l'économie. En mai, on commence à élever le soubassement en briques. Un mois plus tard, 3 maisons en bois vont être livrées. Elles ont été construites à eux par M. Packham. Et ce sont des maisons construites, si on peut dire, selon le principe actuel des maisons en kit. C'est-à-dire, on construit des cloisons, on les déplace et on les remonte comme ceci. Et je remercie le château 2 pour la communication de la gravure. Installées sur les fondations, les maisons vont être reliées entre elles. Elles seront couvertes en ardoise neuve d'Angers. Et on les retrouve sur ce plan du domaine. Donc, on les voit bien dans le rectangle rouge en haut. Et on voit bien la structure justement des 3 maisons qui sont côte à côte et reliées par des couloirs et des parois vitrées qui surplombent la rue à l'extérieur. Donc là, c'est pareil, on n'a aucune vue de l'élévation du pavillon de l'Asmala, aucune vue des intérieurs, mais par chance, aux Archives nationales, on a 2 plans de ce pavillon. Donc le premier plan, c'est le plan du sous-sol. Donc là, l'inventaire de 1847 nous dit qu'on y trouve un grand couloir aveugle au carrelage de pierre
et 8 pièces qui sont éclairées par une seule fenêtre. Leur usage est connu puisqu'en 1846, il est décidé d'y loger les communs des cuisiniers. Mais c'est rapidement changé puisqu'en 1847, on note la présence de 20 domestiques à ce niveau, avec 2 dortoirs pour 4 valets de chambre, 2 chambres pour 2 valets de chambre, une chambre pour 2 suisses d'appartement, un dortoir pour 4 garçons d'appartement et 2 chambres individuelles pour les femmes de chambre des princesses. Les cuisiniers, eux, ont évacué les lieux et ils sont logés à l'étage des remises au-dessus des voitures hippomobiles. L'étage supérieur, quant à lui, est destiné à loger 3 couples de princes et princesses. Donc là, on voit un couloir de distribution. On y accède par un escalier dont on devine les marches sur la droite. Et chaque maison est coupée en 2, si l'on peut dire, avec 2 appartements qui se composent chacun d'une antichambre, d'une chambre et d'une garde-robe, et un cabinet de toilette, une chambre pour les princesses, auxquelles s'ajoutent 2 garde-robes situées dans les petites liaisons entre les maisons. Alors là, contrairement au pavillon du roi, nous n'avons pas les noms des personnes qui logeaient à cet endroit-là. On pense que c'était attribué en fonction des personnes qui arrivaient avec la famille royale. Donc, comme les Nemours, la duchesse d'Orléans logeait dans le pavillon du roi, là, on pouvait avoir peut-être la princesse Clémentine d'Orléans, François d'Orléans, le prince de Joinville, le duc d'Aumale ou le duc de Montpensier. Mais là, aucune certitude dans l'immédiat, puisque aucune pièce d'archive ne permet de vraiment identifier les occupants. Au niveau du mobilier, on a un inventaire de 1847 qui nous dit que le rez-de-chaussée est totalement vide. Donc, à l'époque, on n'avait plus personne à ce niveau-là. Par contre, pour les princes et princesses, le mobilier est identique dans tous les appartements. Les fenêtres possèdent des doubles rideaux en toile perse brune et blanche, hauts de 2,85 m, et des rideaux de mousseline de 1,75 m, ce qui indique que les pièces devaient à peu près avoir 3 mètres de hauteur. L'acajou règne en maître, puisque les sièges, les commodes, les tables de toilette, les bidets, les tables de nuit sont en acajou. Tous les lits sont des lits en fer, à 1 place pour les princes, à 2 places pour les princesses. Et les seuls objets d'art que l'on trouve à ce niveau sont des pendules placées sur les cheminées en marbre des chambres à coucher. Donc on n'a là encore aucune recherche vraiment d'objets d'art, de confort. C'est vraiment un mobilier basique, si l'on peut dire, pour un séjour vraiment rapide. Une fois que l'on a construit ce pavillon secondaire, on va s'attaquer aux cuisines. En 1839, on avait construit des cuisines dans l'angle du pavillon du roi. Donc là, vous avez les cuisines telles qu'elles figurent dans le projet de 1839. Donc la partie rose, c'est la partie qui est projetée. Donc on voit une partie avec un four. Et je ne sais pas si ça se voit vraiment bien sur le plan, mais au centre, on a un grand espace ovale qui fait plus ou moins des fourneaux qui devaient ressembler à ceux qui sont actuellement à Randan. Donc vous avez la photo. Ensuite, en 1839, voilà le plan qui a été réalisé. Donc on voit que le four a changé de place. Et aux Archives nationales, on a une élévation du côté gauche de ce pavillon. Et on voit que c'est un bâtiment qui a été construit avec uniquement des parties en bois. Donc très simple également pour la construction. Après, en 1844, on va changer encore une fois la cuisine. Là, vous avez le projet également en rose de l'agrandissement de 1844-1843. Et on voit que dans la partie supérieure à droite, on va construire une grande cheminée rôtissoire qui s'appuie un peu contre le donjon. Et ça devait ressembler aussi à celle qui est actuellement à Randan, puisque Adélaïde et Louis-Philippe travaillaient plus ou moins en commun. Donc on peut imaginer que ça ressemblait à peu près à celle que vous avez en photographie. Et on avait aussi à ce niveau, à ceux qu'on la voir, une grande rôtisserie. Mais c'est surtout en 1844 qu'on va agrandir encore de nouveau les cuisines en transformant les grands souterrains du château médiéval. Donc là, vous avez une élévation, un plan qui représente les souterrains avec en photographie le grand couloir d'accès que l'on voit sur la partie supérieure qui permet d'accéder à tous les espaces souterrains des cuisines. Là, vous avez 2 vues actuelles de ces espaces qui ne sont pas ouverts au public pour des raisons de sécurité, avec un lavoir, les fourneaux et un cellier où on rangeait les bouteilles de vin.
le tout construit en briques, et à certains endroits, on a laissé la pierre apparente du creusé à l'époque du Moyen-Âge, avec les pierres avec les silex. L'inventaire de la batterie de cuisine du 15 juillet 1945 nous dit qu'elle comporte 1884 éléments, 910 en cuivre, 127 en étain, 195 en fer et 612 en fer blanc. Et on imagine dans ces espaces et à ceux du niveau supérieur la présence du contrôleur de la bouche et du C45 cuisinier. Travailler dans l'espace souterrain devait être quand même assez particulier puisqu'il n'y a aucun point lumineux. Donc des cheminées d'aération simplement, et on devait travailler uniquement à la bougie. Donc ça devait être quelque chose d'assez laborieux quand même pour toutes les personnes qui travaillaient à ce niveau-là. En 1847, on va livrer le service d'office réalisé par la manufacture de Sèvres en porcelaine blanche. Voilà. Que vous avez en photo. Donc c'est un ensemble de 2902 éléments qui arrivent pour le service des cuisines. Donc là, vous avez 2 pots à décoction et des terrines. Et on va livrer aussi la batterie de cuisine. Donc là, vous avez des moules en cuivre qui portent justement les marques de Dreux en 1845, qui font partie d'une collection privée. Après, on a encore une nouvelle mention d'un agrandissement en 1847. Louis-Philippe décide de faire des agrandissements et des aménagements à l'intérieur du pavillon. On va notamment redécouper l'office en 4 pièces et les archives nous apprennent en 1848 qu'on fait la fin des nouveaux agrandissements réalisés l'an dernier, dispositions nouvelles dans l'habitation. Le musée d'histoire de Dreux conserve un plan qui résulte des nouveaux aménagements. Donc là, j'ai essayé de faire un plan coloré pour vous donner les nouveaux espaces. En gris, vous avez les espaces communs, on va dire. En vert, les espaces de la reine Marie-Amélie. En rouge, les appartements de Louis-Philippe. En jaune, ceux de Madame Adélaïde. En bleu, ceux de la duchesse d'Orléans. En vert, les 2 pièces de la duchesse de Nemours. En orange, les 2 pièces du duc de Nemours. Et en violet, vous avez ce qu'on appelle les chambres de maître, qui sont les aides de camp et les dames d'honneur de Marie-Amélie. Voilà. Autrement, vous avez des espaces avec des lits, mais qui sont ceux pour les domestiques, et les cuisines en haut dans l'angle, dans la partie incurvée. On a un inventaire de 1847 qui nous indique que le domaine de Dreux peut alors loger 240 personnes, réparties dans plusieurs bâtiments, parmi lesquels on trouve 20 valets de pied, logés dans l'étage des remises, 13 valets de chambre, 8 femmes de chambre, 4 garçons d'appartement, 2 suisses d'appartement, 10 frotteurs qui sont logés dans la galerie Henri II, le contrôleur de la maison, le contrôleur de la bouche, 45 cuisiniers, 15 hommes de peine, 5 surveillants, 19 gardes et 12 gardes nationaux qui assurent la sécurité du domaine. Voilà pour la présentation générale de ce qu'on peut vous dire. En ce qui concerne les intérieurs du pavillon du roi, si l'on parle déjà de la pièce que vous avez, le grand rectangle à droite, qui est le salon d'attente. C'est une pièce d'environ 105 mètres carrés, haute d'environ 4 mètres, éclairée par 5 fenêtres, au rideau en croisée de coton chamois à bordure bleue et chamois. Elle est meublée de 2 fauteuils, 24 chaises, 2 canapés, couverts en drap jaune à impression brune. Et, zut, je l'ai manqué, l'un de ces canapés est actuellement conservé au Château d'Eu. Ensuite, nous passons dans la salle à manger, l'autre grande pièce, qui fait 133 mètres carrés et qui est prévue pour recevoir 70 à 80 convives. Donc là, on réunit notamment la famille royale, mais aussi les officiels de Dreux qui viennent prendre une collation à l'occasion des grandes cérémonies. Mais je reviendrai plus tard sur cette salle à manger. En traversant le grand couloir qui surmonte ces 2 pièces, éclairé uniquement par des lampes marmites en cuivre, on arrive aux appartements d'habitation. Vous avez déjà 5 chambres destinées aux aides de camp, meublées de manière identique avec un lit de fer à housse de croisée de coton rouge, imprimé en rouge. Ensuite, vous avez 4 chambres de femmes de chambre de la suite de Marie-Amélie, également meublées de manière identique, un rideau de calicot jaune haut de 3 mètres, un lit de fer pliant, une bergère, 2 chaises en acajou.
Et on a certains sièges des chambres de maître ou des dames de la reine qui sont encore conservés actuellement sur le site de la Chapelle Royale, et vous les verrez ultérieurement, soit ce soir, soit demain, lors de la visite de l'évêché. On arrive ensuite à un dortoir avec 6 lits qui sont destinés aux femmes de chambre, chauffés par un poêle en faïence, meublé de lits de fer. Ensuite, vous avez une salle à manger d'office qui est la pièce au-dessus des 4 chambres violettes sur la gauche. Donc là, c'est une pièce à 3 fenêtres avec des rideaux de vitrage en calicot et qui est uniquement meublée d'une table à 8 rallonges et 24 chaises en noyer et en paille. L'aile est abrite les appartements royaux. Vous avez déjà celui de la reine Marie-Amélie qui se compose de 3 pièces, une chambre, un cabinet de toilette et une garde-robe. La chambre possède des rideaux en damas de laine carmélite brodés en soie jaune, mesurant 3,90 m, ce qui indique qu'à ce niveau du pavillon, les pièces devaient faire à peu près 4 mètres de hauteur. La reine dort dans un lit à 2 places, c'est le seul du pavillon. Donc, le roi et la reine avaient l'habitude de dormir ensemble, donc ce n'est pas surprenant. On y trouve également un fauteuil, une chauffeuse, 10 chaises, en damas de laine carmélite brodée de soie jaune, avec une commode, 2 consoles, une table de toilette, 3 guéridons, une table de nuit, un écran de cheminée, le tout en acajou. L'appartement du roi est mitoyen à celui de son épouse, avec 3 pièces, un cabinet de travail, un cabinet de toilette et une garde-robe. Le cabinet de travail du roi illustre bien la diversité des sièges en usage à cette époque, puisqu'on y trouve un fauteuil Pompadour, un fauteuil genre Henri III, 3 fauteuils carrés et 3 chaises anglaises. Donc on a vraiment quelque chose d'assez hétéroclite. Les chaises proviennent d'un ensemble plus important. Non. On va revenir ensuite sur ça. Voilà, donc là vous avez le canapé 2 et les chaises qui proviennent des chambres des aides de camp. Là vous avez des chaises anglaises qui sont réparties dans différents appartements du pavillon royal, puisque comme on a meublé à l'économie et en prenant ce qu'on avait en stock dans les médias en garde-meubles, donc là les 16 chaises sont réparties entre le cabinet de toilette du roi, son cabinet de travail et dans les chambres de Madame Adélaïde et du duc et de la duchesse de Nemours. Certaines sont passées en vente récemment sur le marché de l'art. Et sur la droite, vous avez un lit de fer peint imitation bambou qui est conservé à Dreux, qui est un des 5 destinés au valet de chambre du roi ou à la femme de chambre de Marie-Amélie. Donc, si on remonte ensuite dans l'appartement de Madame Adélaïde, son appartement se compose de 4 pièces, une antichambre, une chambre, un cabinet de toilette et une garde-robe. Ensuite, la duchesse d'Orléans, quant à elle, a 3 pièces, uniquement une chambre, une garde-robe et un cabinet de toilette. La duchesse de Nemours et le duc de Nemours sont moins bien lotis, puisqu'on a simplement une seule chambre et une garde-robe d'environ 12 mètres carrés. Et ensuite, en retour, on a une chambre de prince, mais qui n'est pas identifiée, de même dimension et attribuée de manière non nominative. Après, en 1843-44, comme je vous le disais, on va avoir une surélévation d'un étage. Pour les 5 femmes de chambre, le valet de chambre et la femme de chambre du roi, on y accède par un escalier situé entre la chambre de la reine et le donjon. Et cet escalier permet également de rejoindre par un couloir souterrain la chapelle royale. Nous ne savons pas où se situaient précisément ces pièces, puisqu'on ne possède pas le plan de l'étage. Alors après, on a des précisions qui sont apportées, comme je vous le disais, sur l'ameublement de ce pavillon, par l'inventaire qui est conservé aux Archives nationales, qui est l'inventaire global de 1847. Et c'est un inventaire qui est très intéressant, puisqu'on a vraiment le descriptif pièce par pièce de tout l'ameublement qui est présent à cette date. Mais en plus, on va procéder à un marquage de ces meubles. Donc là, vous avez un marquage sur les textiles et sur les sièges, avec une marque au tampon Dreux, avec un numéro qui se rapporte au registre de l'inventaire, ce qui permet d'identifier assez rapidement les meubles à leur emplacement en se rapportant à ce document. On a aussi un inventaire, mais qui est moins précis, qui est conservé aux archives départementales 28, qui est l'inventaire après décès de Louis-Philippe, et ce qui nous permet aussi de voir les évolutions, puisque entre 1847 et 1851, on se rend compte que certains meubles vont être dispersés un petit peu au sein des différents bâtiments. Voilà. Donc là, si on parle de 2 pièces principales du pavillon du roi, on peut commencer par le salon de la tour, qu'on va appeler le salon de famille.
et qui est éclairé par une lampe antique suspendue, bronze en verre antique à 32 lumières, chaîne à anneaux plat, pavillon à palmettes, rinceaux riches supportant les lumières, une cassolette ciselée, culot annelé, hauteur 1,60 m et diamètre 110. Il a de grandes chances que ce soit celle qui est actuellement suspendue à l'intérieur de la nef de la chapelle royale, puisque c'est quand même assez rare d'avoir une lanterne de cette dimension qui comporte exactement le même nombre de lumières, donc on n'en a pas la preuve absolue dans les médias, mais le rapprochement est assez tentant. Ensuite, on peut évoquer le parquet, puisque le parquet actuel date encore de Louis-Philippe. C'est un parquet pour lequel le roi va avoir une attention particulière au niveau du motif géométrique et de sa pose, et on va mettre simplement sur les murs une tenture. Et pour l'instant, on n'a aucune précision sur la tenture qui va être posée. Est-ce que c'est une tenture textile? Est-ce que c'est une tenture en papier peint? On ne le sait absolument pas. On sait qu'on pose une cheminée en marbre blanc et on complète le chauffage par un grand fourneau calorifère en fonte. La pièce n'a pas d'éclairage, pas de fenêtre, donc on fait un éclairage zénital. Et ensuite, on va faire un ameublement avec 9 fauteuils, canapés, chaises et une grande pendule de 75 cm de haut représentant l'Espérance. Pardon. Oui, on va avancer. Vous avez aussi 3 tableaux qui étaient sur les murs qui représentaient la mort de Saint-Louis, Sainte-Adélaïde retirée des eaux et Saint-Arnoux lavant les pieds des pèlerins. Donc là, vous avez des fauteuils et les chaises qui étaient dans le donjon. Là, vous avez les tableaux qui étaient suspendus sur les murs et qui sont actuellement dans la chapelle Notre-Dame de la Compassion à Neuilly. Vous aviez également un 3e tableau qui représentait la mort de Marie d'Orléans, qui était fait par le peintre Coustel en 1840, mais qui est, d'après les registres du régisseur, assez bien conservé, mais qui ne paraît avoir aucune valeur artistique. En 1851, on indique qu'elle n'est citée qu'à cause du prix du cadre. Donc c'était certainement quelque chose d'assez peu important. Voilà. Et on sait aussi qu'en janvier 1848, un feu se déclare dans le salon lors de la messe d'enterrement de la princesse Adélaïde et que l'architecte Fontaine, malgré ses 85 ans, va monter par l'échelle pour vérifier qu'il n'y a aucun risque d'incendie sur les combles. Ensuite, on peut passer dans la salle à manger, la grande pièce, pour laquelle vous avez des consoles qu'on a retrouvées récemment sur le marché de l'art, des chaises aussi, les verreries qui apparaissent aussi régulièrement sur le marché de l'art, frappées du dé de Dreux et du chiffre du roi couronné. Vous avez ensuite un service qui est le service des princes, qui va être envoyé en 1847 pour la salle à manger royale. Donc un service identique à tous les demeures royales, seul le tampon au revers indique la provenance de la résidence. Donc là, vous avez le tampon du château de Dreux. Ensuite, vous avez un service qui arrive à Dreux en 1847, qui est le service entre guillemets d'apparat, qui est un service plus ancien, ce n'est pas une création, puisqu'il a été livré en 1827 pour le Palais Royal, à une date qu'on ignore encore. Il est envoyé au château d'Eu. ÀEu, Louis-Philippe décide de l'envoyer à Dreux, puisqu'il le juge en nombre insuffisant pour être utilisé àEu. Donc il arrive à Dreux, et Louis-Philippe décide de l'augmenter encore de 800 pièces. Donc on arrive à un service quand même qui fait à peu près 2000 pièces, donc quand même quelque chose de très très conséquent. Et finalement, on arrive à un château qui est très meublé, avec beaucoup d'objets d'art, pour finalement très peu de choses, puisque le château est considéré comme terminé en 1847, et Louis-Philippe ne vient en 1848 que pour la mort de Madame Adélaïde, et ensuite il séjourne lors de la nuit où il apprend qu'il est renversé et qu'il doit quitter la France. Donc c'est vraiment quelque chose de très très temporaire pour le roi. Si l'on prend très rapidement ensuite le passage, je termine. Voilà, on va vendre le mobilier, puisqu'on se rend compte que la monarchie ne reviendra pas, donc on décide de mettre en vente à la fois les matériaux de construction du pavillon du roi et le mobilier. Le régisseur dit dans un premier temps c'est plus simple de vendre le mobilier, donc on va vendre sur place tout ce qui est facilement vendable, donc les lits, les sièges et ainsi de suite, les orangers aussi. Ensuite, on vend les bâtiments, à charge aux acquéreurs de démonter les bâtiments en eux-mêmes, et ensuite on fait un nivellement, donc il ne reste absolument plus de traces actuellement du pavillon du roi, mais on va garder le donjon. Et en 1879,
le comte de Paris décide de l'aménager en une tour des souvenirs. Donc il fait installer une nouvelle cheminée, il rehausse la pièce d'1,50 m. On va mettre une toile au nez du monogramme de Louis-Philippe, et sur la cheminée, on va présenter la pendule qui représente la mort du duc d'Orléans. Et cette pièce ne conserve de l'époque de Louis-Philippe que le parquet. Et c'est dans cette pièce que désormais on va recevoir les condoléances à l'occasion des cérémonies mortuaires, des enterrements des membres de la famille d'Orléans. Actuellement, il nous reste le donjon avec sur ses murs les traces justement des conduits de cheminée et de certaines emprises des murs du pavillon. Vous avez dans les réserves certaines cheminées en marbre qui proviennent certainement plutôt du pavillon de l'Asmala. Et pour le pavillon de l'Asmala, vous avez uniquement l'escalier qui y conduisait, puisque les bâtiments de l'Asmala ont été détruits, mais à une période plus récente, puisque c'est seulement après la guerre de 70. Et voilà, sur le marché de l'art actuel, on voit de temps en temps passer des meubles et des objets d'art de Dreux. Donc la Fondation Saint-Louis essaye petit à petit d'en acheter quand ils le peuvent. Et malgré le peu de prestige de Dreux par rapport aux Tuileries, Saint-Cloud, Compiègne et d'autres, on voit quand même apparaître à certains moments des œuvres qui possèdent des fausses marques, comme par exemple le cabaret qui est passé dernièrement en vente avec une marque de Sèvres 18e et un tempo de Dreux sous Louis-Philippe. Donc là, bon, on a des pièges auxquels il ne faut pas succomber. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup.